Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session sur Go. Alors la dernière fois, on avait vu comment servir des fichiers, comment gérer des routes. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire des choses un peu plus dynamiques grâce aux templates qui sont intégrés directement dans Go. Alors pour ceci, je vais virer cette partie de mon code, je vais faire un petit peu de ménage. Je vais enlever mon dossier 3W. Voilà. Fiut à la corbeille. Je vais garder mes assets et je vais virer ceci. Voilà. Et là, pour l'instant, on va enlever FMT. Donc ici, j'ai toujours mes assets où j'aurai ma feuille de style et puis, ma feuille de style, c'est tout pour l'instant. Jusqu'à présent, on a vu comment servir des fichiers HTML avec ce système de file server. Et puis, on a vu qu'on pouvait les gérer selon les routes, qu'on pouvait envoyer différents dossiers sur différentes routes. On a vu comment gérer les routes en dur, on va dire. Donc chaque route avec les requests et les responses. Donc là, on avait répondu de l'HTML sur l'adresse sur la route principale. Maintenant, on va voir que on peut servir des fichiers. Alors, ça va être des fichiers Go HTML. Et donc ça va être de l'HTML dans lequel on va injecter du code Go. Donc un petit peu à la manière du PHP, on va pouvoir gérer des choses directement via notre serveur et servir des pages dynamiques. Alors comment ça va se passer ? Alors, dans un premier temps, on va se faire un petit dossier. Je vais appeler ce dossier template au pluriel. Et je ne veux pas que ce soit un sous-dossier de assets. Voilà. Alors, on va voir dans un premier temps le template en lui-même. Alors, le template en lui-même, ça va être, voilà. Donc, je vais faire un fichier index.go HTML. Alors, on verra que Go HTML, c'est plus une norme, enfin, c'est plus une bonne pratique de donner l'extension Go HTML plutôt que quelque chose d'obligatoire. Si on veut, on peut l'appeler complètement autrement. On peut lui donner n'importe quelle extension. Par convention, on appelle ça Go HTML. Et en plus, il se trouve que Go HTML est reconnu. Enfin, moi, je l'ai seté pour que ce soit du HTML. Je crois que j'ai Go HTML aussi. Si je me gourre pas. Voilà, Go HTML template. Le problème, c'est que mon autocomplétion ne marche plus, Helmet ne fonctionne plus quand je fais ça. Donc ici, je vais le traiter en tant que HTML tout court. Voilà. Mais voilà, j'aurais pu l'appeler n'importe comment dès l'instant où ici, je vais le traiter dans mon éditeur comme du HTML. Mais on verra. Justement, on verra tout à l'heure quand on va l'appeler directement dans le code Go que l'extension n'a que très peu d'importance. On va garder les conventions, on va essayer de rester dans les bonnes pratiques. Voilà. Donc je vais me faire pareil une page en HTML5. Tout ça, ça on le laisse mais on s'en fout. Hein. Ici, on va appeler ça, en titre, on va appeler ça exemple template. Voilà. Pareil, on s'en tape un petit peu. Ici, je vais me remettre un link vers une style sheet. Et la style
stylesheet comme tout à l'heure. Alors là, par contre, je vais être sur la route principale, donc je vais pouvoir appeler static slash style. Voilà. Puisque si, ça s'appelle statique. Oui, c'est ça, statique. Donc, puisque le dossier assets apparaît en tant que dossier, en tant que route statique. Et on va remettre un petit H1 déjà pour se faire la main, un petit H1 comme tout à l'heure. Alors, H1, tac. Alors, ici, on voudrait que notre H1 soit dynamique. Parce que tout à l'heure, on l'avait écrit en dur. Et maintenant, on aimerait bien que notre H1 soit dynamique. D'ailleurs, on va mettre ça, et puis on va mettre une balise, pas une balise P. Voilà, tout simplement un paragraphe, tout bête. Donc imaginons que ce soit une page d'un CMS et qu'on veuille injecter des choses dedans. Et peut-être injecter, changer selon une requête qu'on aurait fait. Donc ici, on ne va pas gérer les requêtes pour l'instant. On va juste voir la partie front-end dynamique. Donc pour injecter du code Go, c'est comme dans beaucoup de systèmes de templating, on va utiliser les moustaches. Donc qui sont en fait des doubles accolades. Alors ici, je vais mettre point title, on verra à quoi ça correspond. Voilà. Donc les espaces là, c'est pas obligatoire. Hein. Mais moi je les mets parce que j'aime bien. Je trouve ça plus clair. Voilà. Donc ici, on va lui injecter quelque chose qu'on va appeler title et quelque chose qu'on va appeler content. Pour l'instant, le point, on s'en occupe pas, mais il faut qu'il soit là. Donc, pour ceci, on va ouvrir les moustaches, donc double parenthèse, double accolade, et dedans, on va mettre, en fait, ceci, ça va être le nom de la variable, précédé d'un point. Donc ici, il y aura une variable title et une variable content. Alors, si on laisse ça comme ça, ça ne fonctionnera pas. Il va falloir utiliser ici, il va falloir encadrer. Alors, on va faire des moustaches. Et ici, on va taper une commande particulière. On va faire ceci. Define index. Donc, on aurait pu mettre un autre nom. En général, on met le nom qui correspond au nom du fichier. Comme ça, c'est plus clair. Et ici, on va faire end. Tout simplement. Donc, on va englober notre code HTML depuis donc de toute l'intégralité, depuis le doctype. On va l'englober dans cette chose, dans ce define. Donc ici, tout simplement, define, et puis donc end va marquer la fin du document, et define va en fait donner un nom à toute cette partie-là. C'est-à-dire que ce qui commence par define et qui se termine par end va être nommé index, tout simplement. Donc on le nomme comme le fichier qui le contient. Du coup, comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà comment se compose notre template. Un HTML classique, en en-tête define plus le nom qui correspondra au nom du fichier, mais ça va être le nom du template qu'on va appeler après là-dedans, dans le fichier principal. Mais voilà, donc on donne un nom au template, en général le même que ceci, on termine par end, et après à l'intérieur on va pouvoir passer. Donc ici, on va appeler des variables en faisant point plus le nom de la variable. Alors, de notre côté, maintenant, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Alors, dans un premier temps, on va tout simplement parser les templates. Donc là, on va voir pourquoi il faut les ranger dans des dossiers, dans un dossier comme ça, donc où je mettrai tous mes templates. Alors, on va appeler cette variable tmpl. On va mettre l'erreur, pareil, on va la bypasser.
Donc comme d'habitude, hein, je bypass les erreurs, mais sur un vrai serveur en production, il faudrait les gérer. Et donc on va appeler ici template. Alors, vous voyez que j'en ai deux. C'est logiquement, on voit que j'ai le texte template et on a le HTML template. Donc logiquement, on prendra le HTML template. C'est ce qu'il y a de plus logique dans le cadre d'un serveur qui va dans le cadre d'un serveur web. Voilà, donc template, et je vais appeler la fonction. Alors j'ai parsefile qui va nous permettre de parser fichier par fichier. Donc, vous voyez, ça renvoie un template, enfin un pointeur sur un template et une erreur. Ici, je vais utiliser parseglobe. On pourrait très bien utiliser parsefile et puis avoir des files dans plein d'endroits différents. Donc là, on va parser fichier par fichier. En utilisant parseglobe, on va parser tous les fichiers. Donc vous voyez ici, il faut un file name. Et par contre, avec parseglobe, on voit qu'il nous faut un pattern. Et on voit qu'il renvoie la même chose, un template et une erreur. Donc en utilisant parseglobe, on va récupérer tous les fichiers GoHTML qui se trouvent dans ce dossier-là. Donc autant tout à l'heure, il fallait que je donne le nom du fichier avec parsefile. Ici, c'est un pattern. Donc qui dit pattern, en fait, dit regexp. Donc ici, en fait, on va faire un truc tout bête. Donc on va mettre le chemin relatif qui va pointer vers templates, hein, donc vers ce dossier-là. Donc le dossier racine, ça va être dans le dossier templates. Et ici, on va dire qu'on va prendre tout ce qui sera suivi de GoHTML. Donc en fait, l'étoile va prendre tous les fichiers, mais qui seront finis par GoHTML. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que finalement GoHTML n'a que très peu d'importance, puisque ici, et même dans le cas de parsefile, on va lui donner, donc lui il va pas réfléchir sur l'extension, puisqu'on va lui dire tu prends ce fichier là, et c'est celui-là que tu vas utiliser pour le template. Maintenant, si on voulait utiliser ici dans parseglobe, on va lui donner un pattern. Donc si on voulait utiliser un fichier qui s'appelle Toto ou je ne sais quoi, on pourrait le faire. Lui, il se fout totalement de l'extension de fichier, puisqu'on lui donne à chaque fois. Mais par convention, on appelle ça GoHTML. Donc voilà, template parseglobe, lui, on va lui donner un pattern à respecter. Donc tous les fichiers qui respecteront ce pattern vont être parsés. Et parsefile, eh bien, on va parser un seul fichier. Donc ici, ça aurait été judicieux d'utiliser parsefile aussi. Mais voilà. Bien souvent, on aura plusieurs. Dans mon exemple, j'ai un seul fichier, mais bien souvent, on en aura plusieurs. Autant apprendre à parser tout de manière globale. Maintenant, j'ai transformé ce fichier texte, en fait, tout simplement, en template reconnaissable et utilisable par Go. Donc maintenant, qu'est-ce que je veux en faire de ce template? Donc on a vu que j'avais pour ambition de lui passer une variable title et une variable content. Donc comment je vais passer ça? Eh bien, en fait, je ne peux passer qu'un seul objet au template. Donc je vais être obligé de tout mettre dedans. Donc si je veux passer plusieurs valeurs dans cet objet, je vais être obligé de créer une struct. Donc ici, on va appeler ça, on va rester dans le cadre par exemple d'un CMS, on va appeler ça un type page. Donc on va créer notre type page, qui va être une struct
Et donc dans cette struct, qu'est-ce qu'on avait? Eh bien, on avait un title et un content. Alors, on va avoir un title, voilà, qui va être de type string, et un content qui va être aussi de type string. Ensuite, comment ça va se passer? Eh bien, on va passer ça de manière plutôt classique. Ce coup-ci, on va appeler un handle func. On va créer notre propre fonction de handler. Donc, handle func. Donc ici, comme on l'a vu la dernière fois, on va mettre la route. Donc là, ça va être sur la route principale. On va pas s'embêter. On va créer une fonction anonyme qui va reprendre W, qui va être un HTTP, c'est response writer, je crois. Oui, voilà. Un HTTP response writer et R qui va être un HTTP request. Et surtout, voilà. C'est un pointeur sur un HTTP request. Ensuite, je vais créer ma fonction. Donc jusque là, c'est tout ce qu'on a vu. C'est une fonction handler, tout ce qui est le plus simple. La route et puis la fonction avec le response writer et le request. Donc là, la request, on s'en cogne un petit peu. Donc maintenant, qu'est-ce qui change par rapport à l'utilisation qu'on a déjà vue? Comment on va pouvoir passer ces informations via notre programme? Comment on va pouvoir les passer à notre page HTML? Alors, on va commencer par la fin, en fait. On va appeler l'objet TMPL qu'on a créé. Voilà, qui est un objet template. Alors, sur cet objet template, on a plusieurs méthodes. Et celle qui nous intéresse ici, c'est execute template. Alors, execute template, qu'est-ce qu'elle prend? Elle prend un IO writer, donc notre writer qu'on a fait ici, W, qui est le writer principal de notre fonction, comme on avait déjà vu la dernière fois, un nom et des datas qui sera une interface. Alors, interface comme ceci, en général, quand on vous met un truc interface, c'est un petit peu l'équivalent de générique. C'est-à-dire qu'on peut lui passer un petit peu n'importe quoi. Ici, dans ce cadre-là, interface voudra dire qu'on peut lui passer tout et n'importe quoi comme données, en fait. Un petit peu comme comme println, par exemple. Println, on lui donne n'importe quoi, il l'imprime, que ce soit un float, un int, un string, voilà. Donc ici, c'est pareil. Interface, le type interface veut dire qu'il attend des données, mais de n'importe quelle nature. Donc execute template. Alors allons-y. Ici, il a besoin d'un IO writer. Donc, logiquement, on va lui passer celui qui est fourni par notre fonction. Donc W. Donc ensuite, on va lui passer quoi? Alors, il a besoin d'un nom. Ce nom, de prime abord, on va se demander où le trouver. Mais si on réfléchit bien, on s'aperçoit qu'ici, on a défini quelque chose. On a donné un nom au template. Eh bien, c'est exactement ça. C'est le nom du template. Lui, au final, le nom du fichier, il s'en fout aussi complètement. Ce qui va faire foi, ce qui va avoir de la valeur, ça va être le nom du template. Et ce nom, il est ici défini par la commande define. Et du coup, le end délimite le template. Donc en fait, lui, donc ici, il va voir que ça s'appelle index, donc il va trouver que c'est le bon, puisque vous voyez ici dans template, quand on fait un parse globe, en fait, il va parser tous les fichiers. S'il y en a 5, 6, ils vont être tous dans le même objet template. Donc, ici, ça va permettre de les retrouver quand il y en aura, je sais pas, 10, 12 qui seront inclus dans votre objet template. Donc, ils seront balisés par ces noms.
Donc ici, tout ça va être balisé par le nom index. Donc c'est ce nom-là qu'il veut. Donc on va lui dire, hop, tu prends le template index. Et ensuite, il va falloir lui passer les données. Alors les données, ben, on va appeler ça data. Hein. Voilà. Et donc comment on va lui passer nos données? Eh bien, on a créé un type particulier pour pouvoir accueillir nos données, qui est le type page. Donc ici, on va dire que on va faire... Voilà, data va être de type page. Donc on va créer un nouveau... on va créer un nouvel objet de type page qu'on a créé tout à l'heure. Et puis on va lui passer... Alors, je vais pas les nommer. Hein. On va les mettre comme ça directement. Ah si, ce sera plus clair. Alors, le title, on va y mettre par exemple hello. Et ici, le content, on va y mettre ceci sera simplement du texte. Ah, puis on n'oublie pas de mettre la virgule à la fin, même si c'est le dernier élément. Voilà. Donc on s'est créé un nouvel objet de type page. On lui a donné en attribut hello pour le title et ceci sera simplement du texte pour le content. Et donc ici dans nos templates, on a dit qu'on va récupérer title et content. Donc en fait ce point sera un petit peu l'équivalent du this en JavaScript. On va lui passer un objet data. Donc ici cet objet va s'appeler data. Et ici ça fera un petit peu comme this title. C'est-à-dire que ce sera l'argument, l'attribut, pas l'argument, donc l'attribut title situé dans this, dans ce qu'on va lui passer en fait. Donc ici on va lui passer data. Mais l'objet data n'arrivera pas en tant que tel. On ne pourra pas appeler data.title. Donc en fait on récupère les données et dans les données récupérées, on va récupérer l'attribut title. Donc c'est oui l'équivalent de this dans JavaScript. Donc ici on va lui dire dans ce qu'on va te donner, tu vas récupérer l'attribut title et l'attribut content. Et tu vas les mettre respectivement ici et ici. Donc par contre on voit bien que template, il faut bien garder à l'esprit que on les parse ces fichiers. À aucun moment le dossier template et puis index go HTML ne seront visibles à l'adresse définie. Ici on a défini l'adresse localhost 555. On ne va pas servir ces fichiers là. On va, comme on avait comme on avait injecté du texte dans le writer, dans la réponse à l'appel de cette route. Donc comme on avait fait ça dans l'article précédent, c'est exactement pareil. On va, comme j'avais mis mon HTML en dur directement dedans, lui il va faire la même chose. Il va récupérer tout ce qu'il y a là-dedans comme texte, il va le parser, il va réinjecter les variables, tout ça, machin, et il va le servir, mais il va écrire le texte dans la réponse. Il ne va pas servir ce fichier-là. C'est bien, il faut bien comprendre ça. On ne sert pas le fichier, il va être écrit. Donc ce qui fait qu'on ne pourra pas changer ce fichier à la volée. Ça ne fonctionnera pas. Puisqu'il va être, lui, il va être compilé, il va être parsé au début du programme. Une fois qu'il est parsé, après, si on le change, y a rien il se passera rien. Puisqu'il faudra relancer le serveur pour reparser les fichiers à nouveau. Donc lui, il les stocke en mémoire.
Donc c'est aussi un des soucis, après il faut voir en termes de ressources, c'est que tout ça va être stocké en mémoire. Donc là, il n'y a pas grand-chose, mais on peut avoir des grosses applications dans le cadre ne serait-ce que d'une single page application, où on va avoir beaucoup de choses à parser dans le HTML, où on aura plusieurs templates, ou voilà. Donc tout ça va se charger en mémoire. Donc ça va être servi très rapidement, mais ça va aussi consommer pas mal de mémoire. Donc après, c'est à vous de faire les tests sur ce qui vous, selon les configs qui vous intéressent. Donc voilà, allons-y. On va quand même lancer ça pour voir si ça fonctionne. Voilà. Donc là, mon serveur tourne. Je vais lancer un navigateur. On va appeler le localhost 555. Et voilà. Hello, ceci sera simplement du texte. Donc on voit bien que j'ai injecté les données ici. Je les ai injectées dans le template. Si maintenant je voudrais, alors là je vais être obligé de fermer le serveur. Maintenant on pourrait faire appel à des bases de données, tout ça. Là je vais le faire à la main, mais le but c'est d'avoir quelque chose de dynamique. S'il faut relancer le serveur à chaque coup, c'est complètement débile. Mais là une fois de plus c'est pour l'exemple. Donc ici on va mettre exemple de texte et puis on va remplacer hello par salut, tout connement. On va pas aller chercher midi à 14 h. J'aurais pu très bien, ici je l'ai nommé pour que ce soit plus simple visuellement, pour qu'on comprenne bien à quoi correspond chaque chose, mais je peux très bien, comme on l'a vu, c'est une struct, je peux très bien mettre ça comme ceci. Alors je vais finir ça, ce qui aura pour effet de mettre beaucoup moins de code. Je vais mettre juste un petit espace pour que ce soit plus clair. Voilà. Donc dès l'instant où j'envoie des paramètres dans l'ordre, eh bien ils seront associés dans l'ordre à ces attributs. Donc je n'ai pas besoin, tout à l'heure je les ai nommés pour que, comme je vous dis, pour qu'on voit bien qu'on comprenne plus facilement. Mais voilà, on n'est pas obligé de les nommer. La plupart du temps, on ne les nommera pas. On se contentera simplement de les balancer dans l'ordre. Donc pareil, le content, si c'est un int, par exemple, ici, je vais envoyer à la place du content, je vais envoyer 1235, par exemple. Hop. Voilà, mon serveur se lance, et ici, bim. Donc comme c'est de l'HTML, lui n'étant pas typé, il s'en fout complètement. Il prend ce qu'on lui donne, et puis il le transforme en texte. Donc il l'affichera, il n'y a pas de souci. Et lui, pareil, en termes de parsing, on n'est pas obligé de mettre des types ou quoi que ce soit. Lui, on lui donne un int, il va le coller dedans sous forme de texte, il n'y a pas de souci. Donc là, voilà, on voit bien que ça fonctionne. Alors maintenant, voilà, maintenant qu'on a fait ça, alors je vais mettre mon string, voilà. Voilà, maintenant, alors j'ai remis une string, mais imaginons que cette string soit vide. Bon, ben, alors, pour ceci, je vais modifier un petit peu mon code HTML. Et ici, je vais mettre un truc, je vais mettre un H4 par exemple. Et puis, je vais mettre contenu. Voilà. Donc ici, j'aurai mon titre, j'aurai contenu, 2 points, et le content. Très bien. Et imaginons maintenant que j'ai cette chaîne vide. Alors c'est bien beau, mais moi je me retrouve avec un titre, et puis avec contenu et rien derrière.
Ce qui est quand même un petit peu idiot. Donc moi j'aimerais pouvoir mettre contenu et le content, mais uniquement si content existe. Et bien comme dans tout système de templating, on peut donc utiliser des conditions. Alors, ici on a title, voilà. Donc la condition, ça va être juste if, et puis là on va mettre content. Donc pas de égal ou quoi que ce soit, ça va être juste if content, donc ici ça va être si content existe. Donc si content existe, eh bien on va mettre, alors je vais les décaler d'un cran, voilà, on va mettre ce contenu là, donc on écrira contenu et content. Et maintenant si ça n'existe pas, on va mettre, donc on va mettre un H4 par exemple, voilà, et qui va mettre pas de contenu disponible. Et ensuite, pour signifier que la boucle est finie, on va faire tout simplement un end. Donc voilà, c'est très simple. Ici, on va vérifier. Alors, on pourrait avoir des conditions, d'autres conditions, hein. Si content est égal à telle ou telle chose, voilà, on peut gérer des conditions tout à fait normales. Ici, on veut juste savoir s'il existe ou pas. Donc, if content. Et donc, si content existe, eh bien, on va mettre le truc contenu et on va mettre content. Et sinon, on va mettre pas de contenu disponible. D'ailleurs, j'aurais même pu mettre le titre. Non, parce que le titre existera. Voilà. Donc là, alors, c'est si content existe, il y a une légère nuance. C'est que on a tendance à se dire, ben, s'il n'existe pas, c'est qu'il est nul. Mais ici, nul, ça va vous faire, d'ailleurs, voilà, si on met nul, ben mince, oui, voilà. Si on met nul, on voit qu'il met une erreur. Parce que lui, il veut une string. Donc on a tendance à se dire, bah oui, s'il n'existe pas, c'est qu'il est non nul. Et ça, c'est une chaîne vide, c'est équivalent à 0. Mais pas à rien, pas à nul. Donc dans ce cas-là, lui, il va pas checker si c'est... Non, dans ce cas, ici. Il va pas aller vérifier si c'est égal, enfin si c'est nul ou pas. Il va vérifier si c'est à 0 ou pas. Donc à 0, j'entends sur une string si c'est une chaîne vide. Sinon, il va vérifier si, par exemple, dans le cadre d'un int, si le int est à 0. Voilà. Donc il ne vérifie pas le nul, il vérifie la valeur 0 du contenu qu'on va lui donner. De la variable qu'on va lui donner en fait. Hop. Donc ici, allons-y, CLS. Ouais, ce sera mieux. J'avais pas fait. Alors. Go run, main go, c'est parti. Donc là, j'ai relancé mon serveur. Voilà, pas de contenu disponible. Et maintenant, si je fais C et que je mets du contenu, je relance mon serveur, hop, j'y retourne, et voilà. Et là, j'ai bien contenu en H4 et du contenu. Donc c'est hyper pratique, ça va pouvoir nous permettre d'afficher des choses ou pas. Selon les cas, alors là, ça permet d'afficher certaines choses, mais on va pouvoir aussi gérer tout ce qu'on peut gérer avec des if-else selon les cas, selon le type de contenu, selon... on va pouvoir... donc dans ces... Là, j'ai mis juste un title et un content, mais on peut avoir des index, on peut avoir des catégories, par exemple, on peut avoir plein de choses.
Et par exemple, dans le cas de catégorie, on pourra gérer tout simplement gérer des contenus selon les catégories. On pourrait avoir ici trier les contenus par catégorie, on pourrait faire tout un tas de choses comme ça. Ici, dans le cadre d'une page où il y aurait une catégorie spécifique, on dit on check la catégorie et si c'est de la même catégorie que la page, eh bien on affiche le contenu, sinon on l'affiche pas, tout simplement. Donc ici, je n'étais même pas obligé d'avoir un else, je peux avoir un if tout court. Et puis virer cette partie-là, auquel cas on n'afficherait rien du tout. Ça ne s'afficherait que s'il y a du contenu. Donc voilà pour les conditions. Alors dans un template, ce qu'on peut faire aussi, et d'ailleurs ce qu'on aura besoin de faire sûrement, je vais garder le nom de content, mais ce coup-ci on va faire un ensemble de strings. Alors on va avoir besoin certaines fois de sortir des listes par exemple. Donc ici on voit que tout de suite ça ne fonctionne plus parce que ça correspond bien. Donc ici on va changer le titre, on va mettre langage et ici par contre on va avoir un tableau. Il va vouloir un tableau de string. Donc on va en faire un. Alors voilà. On a créé notre tableau de string à la volée. On va pas le mettre dans on va pas créer une autre variable pour ça. On va le faire directement comme ça. Dans la déclaration de l'objet lui-même. Et là-dedans, on va mettre langage, on va mettre Go, on va mettre JavaScript, on va mettre le Kotlin. Voilà, on va mettre le cristal. Et puis ce sera déjà bien. Pour notre exemple, ce sera largement suffisant. Donc ici, moi j'aimerais les déployer sous forme de liste. Donc là, mon content, hop, je vais virer tout ça. Donc je voudrais que ce que je vais récupérer ici, je puisse l'afficher sous une forme de liste. Alors une forme de liste toute simple, une UL avec dedans des LI. Vraiment le truc de base. Alors comment je vais pouvoir créer une boucle? Alors comme en Go, la boucle on va la créer avec range. Donc range de content. Et je vais dans un premier temps la fermer. Voilà. Voilà, donc ici, on va y aller par petites touches. Voilà. Ici, avec ce mot-clé range, je vais itérer sur content. Donc je vais lui dire que on va faire une boucle sur tout ce que contient content. Donc ici, on voit que content, il a 4 objets, 4 strings. Donc ici, on va itérer, on va faire une boucle qui va tourner 4 fois, qui va itérer sur l'ensemble du contenu de content. Donc déjà, la boucle est super simple à faire. Il suffit de taper range et le nom de notre attribut, en fait, qui contient tous les éléments. Donc ça, on va vouloir le dispatcher dans des LI. Pas de souci. Alors, le problème, c'est que là, on ne veut pas afficher content, puisque content, c'est l'ensemble des éléments. On va vouloir afficher chacun des éléments. Mais ces éléments, ils n'ont pas de nom. C'est pas un hashmap, c'est un tableau de string. Donc, ils sont indexés par un entier, 0, 1, 2, 3, voilà. Mais ils sont à un index, ils n'ont pas de nom. On n'a pas de. C'est pas une paire clé-valeur. Donc déjà, on va pas pouvoir mettre la clé, parce qu'il n'y en a pas. Alors, l'index, l'index, ouais, mais non, parce que l'index, à aucun moment on le récupère ici.
dans une boucle for classique, on va récupérer un index d'une manière ou d'une autre et on va sélectionner content. On aurait pu se dire, bah tiens, on va faire content, l'index on l'aurait appelé i et on va faire un content de i. Non, ça c'est pas faisable. Ça ici c'est pas faisable. Donc comment on va faire? Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, le point, c'est un petit peu l'équivalent de this. Donc c'est-à-dire que ici, content va représenter l'attribut content des données qu'on va lui donner. Et bien ici, c'est pareil, on va lui donner des données. Donc on va lui passer des données, et ces données vont être représentées aussi par this, tout simplement. Donc ce point va représenter chacune des données contenues dans content. J'espère que j'arrive à l'exprimer clairement parce que c'est ça, c'est l'équivalent de this en JavaScript. Donc c'est cet objet. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est-à-dire qu'ici on va faire à chaque tour de boucle, on va récupérer un élément et le point définira l'élément en question, l'élément en cours. Comme ici, le point représente les données qu'on a passées, représente l'élément qu'on a passé. Et donc ici, on va dire dans cet élément, dans ce qu'on t'a donné, on ne le nomme pas, on dit donc, voilà, dans ce qu'on t'a donné, dans ce truc-là, il y a un attribut content, donc c'est celui-là que tu vas récupérer. Donc ici, pareil, c'est en gros, ça veut dire, le point va vouloir dire, tu affiches ici ce qu'on te donne. Et ce qu'on va lui donner, c'est l'élément contenu ici. Donc c'est essentiel de comprendre comment fonctionne le point, puisque ça permet de comprendre plus facilement tout le mécanisme, finalement, de ce templating. Donc ici, voilà, on va itérer sur l'attribut content des données qu'on va lui passer, hein, et eh bien, le point, ici, va représenter chaque élément contenu dans content. Donc notez bien au passage que j'ai changé que ça. Donc ici j'ai mis un tableau de string et là j'ai modifié mon truc. À aucun moment je n'ai rechangé mon code. Je lui passe les données, comme je l'ai dit tout à l'heure, les données elles peuvent être de n'importe quel type. Lui il s'en fout, il pourra tout traiter. Donc j'ai vraiment juste changé ceci. Et après dans le Go HTML j'ai changé pour avoir un range. Et voilà. Donc maintenant, il est temps de démontrer tout ça. Allons-y, voilà. Donc j'ai bien langage que j'ai passé ici pour le titre. Alors on voit au passage que je m'en suis pas soucié, mais que mon fichier statique CSS est bien servi. Il n'y a pas de souci. Parce que c'est en rouge bien dégueulasse qui pète. Et voilà, c'est servi sans problème. Et donc on voit que tout ce que j'ai passé ici, eh bien on aura itéré, on aura créé des LI pour chacun des langages. Alors pareil ici, ça n'a que très peu de valeur, puisque voilà, c'est pour un exemple, mais le but c'est d'avoir quelque chose de dynamique. Donc le but sera de travailler avec des données qui vont changer au fur et à mesure du temps ou des requêtes. Et c'est là que devient important aussi le système de request. Mais ça on le verra quand on fabriquera une petite API très basique. Donc l'importance de la request là, c'est que justement dans le cadre d'une page dynamique, bien souvent l'affichage dépendra de la requête.
Donc j'ai fait des LI, j'aurais pu faire des links, j'aurais pu faire tout ce que... Hein. J'ai pris ça comme exemple sous forme de liste, mais par exemple, vous pouvez gérer les liens de votre menu. Vous pouvez construire un menu comme ça, un menu dynamique, avec les liens, par exemple un lien dans le cadre d'un blog, des liens par catégorie. Vous pouvez très bien décider dans le back-end de pouvoir créer de nouvelles catégories et à ce moment-là d'avoir quelque chose de dynamique. Et à chaque fois que vous créez une nouvelle catégorie, elle se répercutera automatiquement dans le menu. Donc là, ce sera pareil, ce sera une itération sur, là, ce sera des catégories. Alors, on va voir une dernière chose. Alors, c'est pas cette session n'a pas pour vocation de vous montrer tout ce que peut faire la librairie template. Je vous encourage vivement à aller regarder par vous-même tout ce que peut faire ce système de templating. Je vous montre vraiment les choses basiques principales, mais il y a encore plein d'autres options possibles. Donc, je vais vous montrer quand même une dernière chose, c'est on peut importer, on peut imbriquer des templates. Alors ça, c'est vachement pratique aussi. Donc ici, voilà, ouais, pour l'instant, je vais laisser mon H1. Hein, on va pas. Alors, je vais fermer mon CSS parce que on s'en cogne un petit peu. Et alors, je vais fermer mon serveur. Voilà. Et du coup, donc je vais garder la même présentation, mais je vais simplement virer. Je vais fermer ça. Voilà. Donc là, on ne va même pas toucher au code en Go. On va faire ça depuis le template. Donc ici, on va rajouter un nouveau fichier template. On va l'appeler title temp, par exemple. Et on va appeler ça Go HTML. On va faire ça tout simplement dans un premier temps. Alors, comme on l'a vu dans les templates, on va faire define. Et ici, on va l'appeler, par convention, on va l'appeler du même nom que le fichier. Donc, title temp. Jusque-là, rien de bien sorcier. On va, comme on y est, on sera quitte de l'oublier. Voilà, on va faire le end. Là-dedans, tout simplement, ce que je vais faire, je vais mettre mon H1. Je vais mettre H1. Voilà. Et je vais mettre ceci. Et mon nouveau titre. Donc, d'où l'utilité d'utiliser tout à l'heure parseGlobe plutôt que parsefile. Donc, dans mon dossier template, j'ai mis un nouveau template. Alors, c'est pas un HTML complet, on peut mettre des bouts, hein, justement. Lui, il arrivera à reconnaître, il n'y a pas de souci. Hein. De toute façon, il ne le reconnaît pas, enfin, il cherche pas, il prend ce qu'il y a, il fait les interpolations qu'il y a à faire, et après, il recrache le texte tel que. Il ne l'interprète pas, il ne le comprend pas. Il fait juste que faire de l'interpolation et recracher le texte, un petit peu comme on le fait avec fprintf qu'on avait vu dans le premier tuto. Finalement, c'est de l'interpolation de string. Mais avec des options, et puis avec une méthode quand même plus pratique. Donc voilà, donc j'ai mon nouveau titre. Ok. Ici, maintenant, ce que je vais faire, je vais importer. Donc je vais importer ce template. Alors, comment je fais ça? Eh bien, ici, je vais appeler template et je vais donner le nom du template. Donc ici, ça va s'appeler title temp. Voilà, tout simplement. Donc ici, alors j'ai plus besoin du H1 parce que je ne veux pas contenir un H1 dans un H1. Voilà. Donc ici, simplement, avec la commande template, suivi du nom du template à importer, eh bien, je vais importer ici
cette partie de code. Donc celle-ci, contenue entre le define et le end. Alors là, c'est intéressant parce qu'on peut faire, on peut même, comme on l'a vu, gérer avec une condition. On pourrait avoir différents templates. Dans le cadre, par exemple, d'une single page application, on pourrait, dans le body, tout simplement faire des conditions qui correspondraient aux différentes pages souhaitées et importer selon notre condition, importer tel ou tel template. Donc là, ça commence à être vraiment sympa. Donc voilà, ici, template, title temp, donc le nom du template à importer, et on va l'importer. Alors, on va voir tout de suite ce qu'il en est. CLS, go run main go, je retourne sur ma page, je lance, et voilà, ceci est mon nouveau titre. Et on voit au passage que il a bien fonctionné, que le CSS l'a bien reconnu en tant que H1. Si je vais inspecter la page, voilà, on voit que c'est un H1. Pas de shadow DOM, de trucs comme ça, toc, bon, voilà. Il m'a créé, il a compilé les différents HTML pour en servir qu'un seul. Bon, c'est très bien ceci, mais nous, on avait passé un title. Donc, c'est bien beau, mais ce title, j'aimerais bien pouvoir le récupérer. Donc ici, eh bien, on va juste lui passer title. Donc on peut passer, comme on l'a fait dans le programme Go principal, où on a envoyé des données au template en fait. Donc là c'est pareil, le sous-template, si on peut l'appeler comme ça, on peut lui passer des données tout simplement en la nommant. Donc ici on lui dit tu récupères le template qui se nomme title temp et tu lui envoies ces données là. Donc maintenant, comment je le récupère de l'autre côté? Eh bien, comme avec le range, ou comme avec... alors, on va revenir ici. Ici, j'ai envoyé dans main. Alors là, je vais le rouvrir pour le coup. Voilà, je le place ici. Ici, dans main, on voit que j'ai envoyé data. J'ai envoyé data à index. Et dans index, dans le range, par exemple, ici, j'utilise point content. Le point signifiant ce que tu as reçu, les données que tu as reçues. On ne les nomme pas. Et ces données-là, dans ces données, tu vas trouver un content et tu vas trouver un title. Donc ici, c'est pareil. Ici, on lui passe title, on lui passe des données, en fait. Donc ces données, lui, quand il va les récupérer, ça va être comme ici. On a passé data, et en fait, data est représenté par le point. Donc ici, on lui passe des données. Donc ici aussi, elles vont être, comme dans le range, représentées par un point. Donc ici, c'est ce que tu reçois, tu le mets là. On ne lui donne pas de nom, c'est ce que tu vas recevoir. Alors si maintenant on lui passait une struct, on pourrait ici avoir par exemple, donc on passerait une struct ici, on aurait ici par exemple point et puis attribut. Voilà, l'attribut avec 2 T, mais bon. L'attribut qu'on voudrait récupérer dans la struct qu'on nous a passé. Alors je sais que j'ai certaines fois du mal à exprimer mes idées, mais j'espère que vous comprendrez, parce que cette mécanique est quand même un petit peu particulière.
Et donc on a vite fait d'avoir quelque chose qui fonctionne pas parce que tout simplement on n'a pas compris comment fonctionnait le point. Donc en gros, à chaque fois que on reçoit des données, eh bien elles seront matérialisées par le point, tout simplement. Le point, c'est les données reçues. Alors si ici elles sont uniques, on envoie, là on va recevoir une string, donc les données, on va afficher directement les données reçues, donc le point. Et ici c'est dans les données reçues l'attribut title, ici dans les données reçues l'attribut content, et on va créer un range sur ce content, et donc ici les données reçues depuis ce range vont être l'élément. Donc comme l'élément se compose de rien d'autre que de lui-même en fait, eh bien on va l'afficher lui-même, on va afficher l'élément. Donc je me répète sur ce point, mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas vraiment compris comment il fonctionne, on se casse souvent la tête, on tâtonne, alors qu'en fait c'est relativement simple, mais il y a une certaine gymnastique particulière qu'il faut comprendre. Donc allons-y, je vais couper mon serveur et je vais refaire la démonstration. Voilà. Donc là, on voit bien que j'ai ici dans data, le title, c'est langage. Je l'ai passé à index qui lui-même l'a renvoyé au sous-template et du coup, je l'ai affiché dans un H1. Donc on pourrait vraiment avoir par exemple ici on pourrait faire pareil. Alors c'est ce qu'on va s'amuser à faire vite fait. If title, donc moi j'aime, voilà, c'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien décaler, j'aime bien indenter pour que ce soit un peu plus clair. Donc if title, eh bien on prend le template ici, et sinon, eh bien on pourrait appeler un autre template. Alors hop, on va faire ça comme ça. Voilà. On appellerait ce template error par exemple. Donc là on lui passerait rien. Voilà, donc là on va fermer notre condition. Donc là on va vérifier s'il y a le titre. S'il y a le titre, eh bien on va le passer à ce sous-template là, qu'on va appeler. Et sinon, on va appeler un template error qu'on va s'empresser de créer ici. Donc error.gohtml. Et dans notre template error, on va faire donc define error. Hop. Ici, moi j'aime bien mettre le end tout de suite, comme ça je suis quitte de l'oublier. Et je vais faire H1, mais par contre je vais mettre en style color, je vais le mettre en bleu. Voilà. Et puis on va juste mettre ça, error. Voilà. Hop. No title. Bon, on va y passer la nuit non plus. Voilà. Donc bien enregistré. Voilà, tout est bien enregistré. Donc maintenant, si je fais ça, alors qu'est-ce
Qu'est-ce qui pose un problème? Est-ce que ce ne serait pas parce que je suis... Ah, ouais, je pense que ça va beaucoup mieux marcher si je fais un HTML valide. Alors, voilà, je vais arrêter mon serveur. Wow. Ah, d'accord, il ne veut plus s'arrêter. Bon, on va tuer le terminal, c'est pas grave. Donc j'y retourne. Voilà, go run main go. Voilà, j'ai lancé mon serveur. Ok, donc là ça remarche. Donc voilà, maintenant je vais arrêter mon serveur. Et puis je vais simplement enlever ce titre là. Hop. Je relance et cette fois-ci, voilà, no title. Donc, tout simplement, ici, on peut gérer aussi des cas, et selon les cas, appeler des templates différents. Donc là, c'est des templates tout simples, hein, encore une fois, c'est vraiment pour avoir des exemples simples et puis relativement clairs. Et déjà que mes tutos sont assez longs, c'est pas la peine vraiment d'en rajouter, mais vous pouvez faire tout ce qui vous passe par la tête. Alors justement, allez-y, essayez, et surtout essayez de passer des données plus complexes que ceci, parce que là j'ai fait une struct qui contient une string et un tableau de string, mais vous pouvez essayer de créer un content avec qui lui-même est une struct avec plusieurs éléments. Voilà. N'hésitez pas, testez plein de trucs. Et puis oui, allez faire un petit tour aussi sur la doc pour ce qui est du Go HTML, pour voir un petit peu toutes les fonctions qui existent un peu plus en détail. Mais voilà, on a ici les 4 fonctions principales, je dirais. Comment récupérer des données, comment faire un range, comment faire une condition, et puis comment utiliser ce que j'appellerais moi des sous-templates, mais qui sont de l'import de templates dans des templates. Et on n'est pas limité en termes d'import, hein. Ici j'ai importé ceci, mais on pourrait lui-même pourrait importer un autre template. On peut aller comme ça, peut-être pas indéfiniment, mais pas loin, quoi. Vraiment, on peut avoir un système comme ça très très modulaire. Alors après, il est vrai que importer des templates dans des templates, au bout d'un moment, ça devient très 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 complexe, mais on peut comme ça découper. On peut découper sa page HTML en plusieurs bouts et surtout les appeler selon des conditions, ou même on pourrait les appeler dans des ranges, hein, aussi. C'est pas un problème, c'est pas du tout un problème. Donc voilà, on a vu, on n'a pas fait vraiment le tour, mais on a vu vraiment les fonctions principales du templating. Donc c'est vraiment ça qu'on va utiliser le plus, de toute façon. Et bien du coup, moi je vous laisse là-dessus, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut!